Si vous les connaissez qui finit arriver, l'histoire est passée ou bien massée, ou arrive dans beau la mer, ou attend la souffrance, la misère. Si vous les connaissez qui finit arriver, l'histoire est passée ou bien massée, ou arrive dans beau la mer, ou attend la souffrance. L'esclavage. Que recouvre donc ce mot ? Je me suis intéressé à trouver les différentes significations possibles dans les dictionnaires et, globalement, toutes les définitions tournent autour de ceci. L'esclavage est un état de servitude, un état d'asservissement dans lequel des êtres humains sont maintenus, malgré eux. Et, par extension, l'esclave se définit donc comme une personne de condition non libre, considérée comme un bien, pouvant être vendu ou acheté, et qui est sous la dépendance absolue d'un maître. Plusieurs dizaines de milliers d'esclaves ont été importés dans notre île, et ce, dès la première tentative de colonisation par les Hollandais en 1638. Cette importation d'esclaves comme main-d'œuvre, importation d'esclaves d'Asie, d'Afrique et de Madagascar, entre autres, s'est poursuivie également pendant la colonisation française et s'est poursuivie ensuite jusqu'à 1835. Donc l'esclavage, pour ce qui concerne l'île Maurice, a duré environ 2 siècles. C'est le 1er février 1835 que l'abolition de l'esclavage a été proclamée à l'île Maurice. Et chaque année, cette date est marquée par un certain nombre de manifestations officielles à Pointe-Canon, près de Mahébourg, ou au Morne, cette colline qui vient d'être déclarée patrimoine mondial de l'humanité en 2008. Notre invité pour évoquer cette période de notre histoire est Benjamin Moutou, ancien haut fonctionnaire, et qui se consacre aujourd'hui à l'étude de l'histoire de Maurice et qui a publié de nombreux ouvrages fortement documentés. Le plus récent, d'ailleurs, de cet ouvrage porte le titre Rivière du Rempart, Pamplemousse, Rivière du Rempart, 4 siècles d'histoire. Benjamin Moutou, bienvenue à cette émission. Salut. Je voudrais vous poser une question, la première, qui porte sur les réalisations concrètes de la période de l'esclavage. Et j'entends par là les réalisations concrètes des esclaves. Y a-t-il des traces visibles par tout un chacun de cette période de notre histoire ? Oui, alors peut-être avant de répondre à votre question, ce serait bon de savoir que pendant longtemps, la connaissance de l'histoire de Maurice était une affaire qui intéressait comme une poignée d'intellectuels, voire une élite. Mais vers les années, disons, 60, 50, 60, avant l'indépendance, il y a eu un éclatement du sujet. Il y a un plus grand nombre de gens qui, aujourd'hui, ont appris à connaître l'histoire de Maurice et, surtout, l'esclavage et l'immigration indienne. Alors, mais qu'est-ce que, en général, les gens ont retenu, puisqu'il s'agit de l'esclavage et de l'esclave? C'est que l'esclave est un être misérable qui s'enfuit dans la forêt. C'est un marron qui est pourchassé durant l'occupation française par les soldats du roi et que finalement il se terre et il a une vie misérable. Mais l'esclavage, ce n'est pas vraiment ça. Il y a cet aspect de martyr, il y a cet aspect de victime, de sévices contre l'esclave. Mais c'est bon de savoir que seulement 6% d'esclaves étaient considérés qu'on appelle les hard maroons, qui vivaient quasiment en colonie et qui essayaient de se libérer. Ce sont des gens qui étaient épris de liberté ou qui fuyaient une punition qui pouvait entraîner la mort. Ils préféraient mourir, si vous voulez, dans la forêt, mais que de mourir sur l'échafaud, après avoir été frappé, battu à mort. Et quid alors des 94 autres pourcents ? Oui, alors il y a encore 6%, ce qu'on appelle en anglais, si on pourrait s'exprimer ainsi, des casual maroons. Ce sont des gens qui ont commis des offenses,
ou qui ont une figue amoureuse, à la rigueur, et qui sont partis dans les bois, mais qui, après un certain temps, retournent, et lorsqu'ils retournent, ils savent qu'ils seront punis à coups de fouet, mais ils regagnent, si vous voulez, le domaine. Ça, c'est surtout l'esclave de plantation. Mais le gros des esclaves, alors il y a deux parties, lorsqu'on parle de l'esclavage. C'est que les 92, tous les autres esclaves, lorsqu'on parle de 100 esclaves, il y en a 12 qui sont un peu en marronnage constant, ce qui est une somme, un chiffre considérable, si vous réalisez, sur 70 000 esclaves, vous avez 12% dedans qui sont en marronnage. Mais le gros des esclaves, ce sont des gens qui ont travaillé, ce sont eux les bâtisseurs de l'île de France et de l'île Maurice, en somme. Et ils étaient divisés, si vous voulez, en deux catégories. Il y avait les esclaves de plantation, parce que le maître, qui avait un domaine, quand ça dépassait 156 arpents, il avait droit à 20 esclaves. Alors, vous comprenez, certains domaines étaient de 1000 arpents, alors il y avait énormément, 200, 300 esclaves, véritable petite armée de travailleurs de la campagne. Mais il y avait une majorité d'esclaves qui étaient dans le port, dans la construction des routes, de la construction des bâtiments, la construction des fortifications. Véritablement, les esclaves étaient, on peut dire, les bâtisseurs de la colonie de Maurice. Il n'y avait pas seulement les esclaves qui étaient donc sur les plantations, il y avait aussi l'administration de l'île, qui possédait les esclaves. Oui, alors il y avait ce qu'on appelle les esclaves qui appartenaient à ce qu'on appelle la domesticité de la servitude. Alors, ça formait partie de ce qu'on appelle les mœurs de l'époque. Alors, on n'imagine pas qu'un Européen, un colon qui vient, lui, va laver ses assiettes ou il va cuire sa nourriture et autres. Alors, il y avait une culture de la bourgeoisie, si vous voulez, coloniale, qui voulait que la femme esclave soit occupée à la cuisine, la femme esclave s'occupait des menus travaux domestiques, mais que l'homme esclave, lui, il travaillait surtout dans la construction, dans le bâtiment, il faisait un travail énorme. Alors, et on peut aujourd'hui, pour dire, est-ce qu'il reste encore des témoignages du travail de ces esclaves? Oui, c'est la question qui nous intéresse. Oui. Alors, si nous allons dans Port-Louis, même à la campagne, on sera étonné de voir que, par exemple, l'hôtel du gouvernement, que nous apprécions tous, a été construit en 1735, sous la Bourdonnais. Mais bon, la Bourdonnais lui-même se plaint pour dire que tout le génie civil se définit par un contremaître indien sortant de Pondichéry. Sinon, ce sont les esclaves, sous la conduite peut-être d'un ingénieur, mais des petits contremaîtres venant de la population indienne qui était venue ici comme des libres, mais le gros du travail, pour lever des pierres, et peser 100 kilos, 200 kilos, voire 300 kilos, ce sont les esclaves qui, au prix de leur sueur et de leur sang, quand vous réalisez la quantité d'accidents de travail et le travail qu'ils ont fait, pas seulement dans le travail de bois, de la boiserie, de la construction d'édifices comme l'hôtel du gouvernement, mais la prison, par exemple, à la rue du Vieux Conseil, est un autre exemple, la citadelle que nous voyons. Nous allons à la campagne lorsque nous voyons les fortifications côtières, à l'île de La Passe, et sur la rivière Noire, par exemple, les tours Martello, des pierres qui sont taillées, apposées, comme si par des mains de fées, je dirais, mais c'est le travail des esclaves. Alors, pour vous dire qu'ils ont, au-delà de ce côté martyr, il faut rendre hommage au travail de bâtisseurs que les esclaves ont été durant la période française. Et durant la période anglaise, naturellement, le pays a grandi, il y a un développement tout azimut. Et l'esclavage a été aboli. L'esclavage est aboli, mais n'empêche que les esclaves sont des charpentiers. Leurs descendants
a maintenu une tradition, pérennisé, si vous voulez, cette tradition de bons charpentiers de marine, charpentiers, des bons travailleurs dans la boiserie. Tailleurs de pierre. Construction des routes. Par exemple, jusqu'à cet an dernier, vous avez une route, ça s'appelle la route du Vieux Conseil. Vous allez voir, c'est pavé. Mais il faut tailler pierre par pierre, à poser sur des distances qui lui viennent des kilomètres. Mais tout ceci, par exemple, les ponts. Lorsque nous voyons les ponts qui sont construits par les Anglais vers les années 1860, il y a un pont qu'on appelle le pont La Seine à Montagne-Longue, dont je parle dans le livre. Si vous voyez le travail des esclaves pour poser ces pierres, et si vous voyez le pont même de la Grande Nubienne Nord-Ouest avant le grand pont moderne, là. Mais partout, vous voyez qu'il y a leurs traces, il y a le labeur, il y a leur détermination de travailler. Donc notre paysage quotidien est une espèce de livre ouvert, et dans ce livre, on peut trouver énormément de manifestations de la créativité de l'esclave. Oui. On nous parle très peu de cela, parce que c'est important de savoir que l'esclave n'était pas seulement un homme que l'on représente avec des fers aux pieds, battu avec des colliers de servitude, mais c'était également quelqu'un de productif. Absolument, c'était ce que je dis moi, la pierre angulaire et tout ce qu'il y avait, le développement même des colonies, comme quelqu'un a dit, sans esclaves, point de colonie, qui veut dire qu'il faut terminer, c'est plus possible de continuer. Alors ça, c'est un aspect de l'esclave qui est affublé, ce qu'on appelle la pénibilité du travail dur, mais il y a l'esclave qui fait tout à la campagne. Non seulement qu'il construit, mais c'est lui qui plante. C'est lui qui plante le cotonnier, celui qui plante le maïs, celui qui plante le blé, la patate, il cultive l'indigo, par exemple. Cultive l'indigo, il fait tout. C'est un esclave sur un domaine, mais c'est quelque chose de précieux. Et alors souvent, certaines familles, ils possèdent 200 arpents de terre, ils sont 3 ou 4 esclaves. Et sans ces esclaves, ils sont réduits à néant. Et donc, c'est pourquoi il faut toujours mettre en exergue que le maître n'avait aucun intérêt à maltraiter son esclave. Alors, dans la perception, on peut dire, c'est quelqu'un qui est là, qui est sans défense, on le maltraite, on le fouette. Alors, si on le fouette, si on le maltraite, il peut mourir lorsqu'il meurt. Mais c'est une perte, c'est comme quelqu'un qui plante des légumes ou à la rigueur des pommes d'amour, et que s'il les maltraite, arrivé au marché, bon, il y avait des gens sans scrupules qui arrivaient à frapper leurs esclaves jusqu'à la mort. Mais le premier à perdre, c'était l'esclavagiste lui-même, parce que l'esclave est un instrument de production. C'est à ce titre que c'était un bien que possédait le maître, et que le maître, comme je dis, n'avait pas d'intérêt, mais lorsqu'il fouillait, et lorsqu'on le maltraitait, on donnait ce qu'on appelle le châtiment. Mais c'était un châtiment exemplaire, dans le sens que pour qu'il ne récidive pas, pour que les autres esclaves puissent voir, voilà le châtiment qui vous était réservé si vous décidez de fuguer, de partir et autres. Mais ce n'est pas par plaisir sadique qu'on le frappait, mais d'autres esclaves n'avaient pas l'habitude de vivre, si vous voulez, dans des sociétés organisées. Cela fouillait même dans les premiers jours. Par exemple, lorsqu'on étudie la colonisation hollandaise, on voit qu'il y a un gouverneur qui porte 100 esclaves, dedans 50 disparaissent dans la forêt, le premier jour. Qui veut dire qu'ils n'ont pas subi les sévices de l'esclavage, mais ils choisissent de vivre à leur manière de vivre. Donc c'est important de réaliser que finalement, la création de l'île Maurice repose finalement sur j'allais dire une poignée, non, sur 70 000 quand même, mais sur les esclaves, qui ont été les chevilles ouvrières de notre île et qui ont permis de tracer les premières bases de son développement. Je me hasarde un peu, mais si après la colonisation française et après l'abolition de l'esclavage, l'île est devenue une île à sucre, c'est bien parce que les fondements de cette île Maurice industrieuse, ont été posés lors de l'esclavage. Oui, alors on a une perception pour dire l'esclave
ne s'est jamais occupé des plantations de canne et autres. Mais après la chute de Saint-Domingue, hein, les Français avaient perdu leur colonie qui produisait le sucre. Alors là, ils ont encouragé la culture de la canne. Et les esclaves de plantation s'occupaient de la plantation de la canne. Alors, où les choses ont commencé en 1825, l'île Maurice entre dans ce qu'on appelle le marché sucrier de Londres. Et il y a un prix rémunérateur. Et tout ceci est très lié. Par exemple, si l'île Maurice n'était pas entrée dans le marché sucrier de 1825, les colons seraient peut-être partis. Eh oui, Ce serait peut-être partis. Alors, ils sont restés, et les Anglais avaient vu grand pour faire Maurice devenir un grand pourvoyeur de sucre de l'Empire britannique. À partir de là, ils ont mis des plans sur pied. Malheureusement, l'abolition de l'esclavage arrive, et là, ça va changer un peu la face de Maurice, mais les cas de figure et l'esclavage va prendre une autre tournure, et les descendants des esclaves, eux, vont avoir un autre devenir. Merci beaucoup, Benjamin Moutou, pour ces éclairages. Si vous les connaissez qui finit arriver, l'histoire est passée ou bien massée, ou arrive dans beau la mer, ou attend souffrance la misère.